Alors bonjour à toutes et tous ou rebonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième édition de la journée Bois Énergie. Après cette première édition de 2019, nous nous retrouvons aujourd'hui en studio pour les raisons que vous imaginez, avec un certain nombre de nos intervenants, d'autres qui seront avec nous en visio et qui participeront à distance, comme vous le faites vous-même en ce moment, qui nous regardez, qui nous écoutez. Je profite de cette petite introduction pour vous rappeler qu'à partir de maintenant, vous avez tout le loisir de poser des questions et d'intervenir via le chat qui vous est proposé sur la plateforme de streaming pour interpeller les intervenants et pouvoir éventuellement leur poser des questions ou compléter leur témoignage à l'issue de ces tables rondes. Donc nous allons commencer en ce début d'après-midi avec la thématique de la qualité de l'air et notamment évidemment de l'impact de Bois Énergie sur la qualité de l'air. En quoi pouvons-nous améliorer cette qualité de l'air en utilisant du bois énergie? Quelles sont les bonnes pratiques en la matière? C'est ce que nous verrons avec nos invités. Mais avant de vous présenter ces invités, un petit film introductif vous est proposé maintenant pour évoquer les enjeux tels que nous les évaluions en 2019. J'adore mon poêle à bois, mais mon voisin me dit que je pollue. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du bois énergie et qualité de l'air. Alors quand on parle bois énergie, on parle différents types d'installations. On a les installations de forte puissance, que l'ADEME aide notamment dans le fonds chaleur. Donc pour ces installations-là, en termes de qualité de l'air, on a des analyses qui sont assez rassurantes. On a analysé à l'ADEME 200 PV d'émissions sur ces installations-là qui montrent qu'elles sont globalement conformes aux normes. Et donc on a même d'ailleurs travaillé avec le CITEPA et le ministère pour abaisser les facteurs d'émissions dans les inventaires nationaux de ce type d'installation. Ensuite, on a les installations de petite puissance, collectives de petite puissance, sur lesquelles, effectivement, il y a des données qui sont aujourd'hui un peu manquantes. Et donc, on doit poursuivre à l'ADEME l'analyse de ce type d'installation. Donc, on a des études en cours sur le sujet. Et puis, enfin, il y a le chauffage domestique. Donc, le chauffage domestique, il peut être à la fois au bois ou à la fois au granulé, sachant que le granulé, effectivement, monte en puissance ces derniers temps. L'intérêt du granulé, c'est son automatisation et c'est le fait que vous avez beaucoup moins d'influence des pratiques du particulier sur le granulé, puisqu'il y a toute cette automatisation, donc a priori moins d'influence sur les émissions, puisque en fait les pratiques des particuliers sont vraiment très impactantes sur la qualité de l'air. Donc ce qu'il y a à retenir sur le chauffage domestique, c'est petit 1, je change mon appareil pour un appareil récent performant à la bûche ou au granulé, et petit 2, je le dimensionne correctement, je l'installe correctement, je l'entretiens correctement chaque année et puis j'utilise du bois sec ou du granulé de qualité, notamment grâce aux labels environnementaux qui existent sur ce type de combustible. Voilà, alors pour planter le décor de notre table ronde consacrée à la qualité de l'air. Voici donc quelques images, quelques rappels importants, quelques premiers messages qui vont nous permettre d'échanger sur ce sujet. Je voudrais maintenant, sans plus tarder, vous présenter nos invités. Pour commencer, Yann Rogom. Alors, vous l'aurez constaté, j'ai proposé à nos invités de tomber le masque le temps que vous fassiez connaissance avec eux ou le temps de les reconnaître pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui vous connaîtraient. Vous êtes professeur, Yann Rogom, vous êtes professeur des universités à l'Université de Lorraine, au labo l'ERMAB, dont vous nous direz peut-être quelques mots, où vous vous consacrez essentiellement aux recherches sur la valorisation énergétique de la biomasse. Monsieur Aymeric de Galambert, du groupe Seguin du Terriez, fabricant de poêle à bois, coprésident de la commission chauffage au bois domestique du syndicat des énergies renouvelables. Monsieur Éric Trindel, ici à ma droite, directeur général du groupe HS France, fabricant de chaudières biomasse, et par ailleurs président du syndicat français des chaudiéristes biomasse. Et enfin, monsieur Benjamin Cugnas, qui est responsable du département au CITEPA, et qui est avec nous à distance. Bonjour monsieur Cugnas, bienvenue à l'occasion de cette table ronde. Et je commencerai avec vous, si vous le voulez bien, monsieur Cugnas, et à travers vous, le CITEPA, qui est depuis les années 60 le centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique, pour nous proposer un état des lieux concernant cette qualité de l'air, notre qualité de l'air, à l'aide de quelques diapos que vous nous avez préparés pour ce faire. Alors, quelles évolutions de la qualité de l'air en France pouvons-nous observer et quelle est la part du bois énergie dans ces émissions ? Oui, bonjour. Merci beaucoup déjà aussi pour cette invitation, évidemment. Beaucoup a été dit déjà par Madame Herbelot dans la petite vidéo introductive. Donc, je vais effectivement vous présenter quelques informations sur les inventaires nationaux
réalisées par le CITEPA, et notamment plus spécifiquement sur les émissions de particules. Alors on n'oublie pas évidemment que la biomasse émet d'autres types de polluants, mais on va se concentrer dans le cadre de cette table ronde uniquement sur les particules, mais il y a évidemment d'autres polluants. Donc sur les émissions de biomasse énergie, j'ai réalisé une petite distinction entre l'usage domestique et hors usage domestique que vous voyez à l'écran. Donc ce que j'appelle par hors usage domestique, ce sont les chaudières collectives, les réseaux de chaleur, évidemment, l'usage en industrie manufacturière par exemple. Et ce qu'on remarque, c'est donc que depuis les années 90, on a eu une hausse de ces émissions assez importante. Elles ont quasiment quintuplé depuis les années 90. Mais quand on s'intéresse à quelle est la part de ces émissions par rapport au total national, les émissions donc, de particules PM10 et PM2,5, on voit qu'elles ont également augmenté, mais qu'elles restent relativement faibles, puisqu'elles sont passées d'environ 0,5% des émissions nationales totales de particules à entre 2 et 4% selon si on s'intéresse spécifiquement au PM10 ou au PM2,5. Donc, on voit qu'effectivement, on a une hausse des émissions de ce secteur spécifique, de cet usage de la biomasse, mais qu'il reste relativement faible par rapport au reste des émissions au niveau du total national. Sur la diapositive suivante, on va voir, voilà, merci. On va voir les émissions liées à l'usage domestique de la biomasse. Et là, on n'a pas du tout la même évolution. On a une évolution qui est décroissante depuis les années 90, depuis l'année 91 plus spécifiquement. On peut observer quelques pics de temps en temps qui peuvent être liés à des années où il y a une rigueur climatique, une année un peu plus froide et davantage d'utilisation de bois pour se chauffer. Et donc, on a une forte baisse de ces émissions. Malgré tout, il y a un problème dans l'usage de la biomasse, c'est qu'au niveau des particules, ça reste un des secteurs les plus émetteurs par rapport au total national, qui va constituer entre 30 et 40% des émissions nationales ces dernières années, mais qui est en baisse tout de même, une baisse relative, mais en baisse tout de même. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est quelles sont les évolutions des facteurs d'émission qu'on peut voir sur la diapositive suivante. Donc, j'ai séparé les facteurs d'émission qui vont être liés aux chaufferies et les facteurs d'émission qui vont être liés à l'usage domestique. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Quand on s'intéresse aux émissions de particules, ici ce sont les PM2,5 des chaufferies collectives notamment, on va avoir des facteurs d'émission qui vont être de l'ordre de quelques dizaines de grammes de particules émises par gigajoule de biomasse brûlée. Alors que quand on regarde le bois domestique, on monte assez rapidement à plusieurs centaines de grammes de particules émises pour la même quantité d'énergie brûlée. Heureusement, ce sont deux courbes qui sont en baisse. Alors, on a des baisses qui sont moins importantes pour les chaufferies, tout simplement parce qu'elles sont déjà plus basses. En fait, dans les chaufferies collectives, je pense que les personnes qui ont été invitées à cette table ronde ne me contrediront pas, on a déjà une bonne efficacité, c'est-à-dire que la combustion est plus complète dans ces chaufferies, et on a des émissions qui sont moins importantes. En plus, ce sont des chaufferies sur lesquelles on peut installer des filtres à particules, et qui vont permettre de réduire drastiquement ces émissions de PM10 ou de PM2,5. En ce qui concerne les émissions liées à l'usage domestique, donc pour chauffer sa maison, on a des baisses qui sont très importantes dans les émissions à cet usage, qui vont être liées tout simplement à la pénétration dans le parc des appareils français, d'appareils qui vont être plus performants, qui vont avoir une meilleure efficacité énergétique, qui vont être moins émissifs. On va avoir l'usage de moins en moins répandu des foyers ouverts, donc des cheminées tout simplement. Et également, de façon plus récente, depuis 2004 environ, la montée en puissance de l'usage de granulés dans le parc des appareils domestiques, qui va représenter, selon les chiffres du ministère, du bilan énergétique national, jusqu'à 10% de la consommation énergétique de la biomasse en 2019. Donc pour bien comprendre, Monsieur Cugnas, pardonnez-moi, pendant qu'on a cette diapositive devant les yeux, les deux tableaux, vos deux graphiques parallèles, sont bien dans la même unité. Donc si nous avons bien vu pour le chauffage, pour les usages hors usage domestique, nous sommes de l'ordre de 40 unités de PM2,5 et contre 200 pour le domestique, c'est ça. Donc c'est pour nous donner un peu l'ordre de grandeur. On est à 5 fois plus encore en chauffage domestique, c'est ça que ça veut dire. Tout à fait, tout à fait. Donc l'unité, c'est des facteurs d'émission, donc ça nous permet de savoir quelle est la masse de polluants qui va être émise, ici les particules,
pour une quantité énergétique de combustible, ici de la biomasse, en gigajoules. Voilà, mais oui, tout à fait, vous avez raison. Oui, c'est intéressant, puisque effectivement, ça pouvait prêter à confusion, mais les deux abscisses ne sont pas les mêmes. Hein. Les deux ordonnées ne sont pas les mêmes. Pour expliquer un peu, hein, il faut être assez vigilant quand on s'intéresse aux inventaires d'émissions, puisque ce sont des méthodologies qu'on améliore en permanence. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Madame Herbolo dans la vidéo introductive. Par exemple, on travaille avec le CIB, avec l'ADEME, avec le Bureau de la qualité de l'air du ministère, pour améliorer nos connaissances sur les chaufferies collectives, sur les émissions de ces chaufferies. Et on a pu effectivement mettre à jour, réviser les facteurs d'émissions qu'on a utilisés dans les inventaires nationaux. On a également des travaux qui sont en cours avec le Bureau de la qualité de l'air du ministère pour mieux comprendre les performances des chaufferies biomasse qui sont financées par le Fonds Chaleur. On s'est rendu compte qu'elles étaient moins émissives pour les particules, mais également pour les oxydes d'azote. Donc c'était assez intéressant. Et évidemment, on essaye d'améliorer également notre compréhension du parc bois français domestique. Il y a encore des choses qu'on essaye d'améliorer, notamment dans les inventaires nationaux. On a du mal encore à bien prendre en compte l'évolution des pratiques, l'évolution des usages dans les émissions domestiques. Notamment, par exemple, est-ce qu'en 90, les Français avaient plutôt tendance à utiliser du bois plus humide qu'aujourd'hui? Est-ce que les pratiques deviennent de plus en plus vertueuses en termes d'émissions? C'est encore compliqué à évaluer. On essaye toujours d'améliorer ces méthodologies. L'inventaire essayant d'approcher la réalité sans jamais pouvoir l'atteindre, évidemment. Merci pour cette précision. Alors, j'ai conscience de vous avoir pris une petite partie de votre temps de parole, Monsieur Cugnas, donc je ne voudrais surtout pas vous freiner, compte tenu du temps qui nous est imparti et pour pouvoir entendre ensuite nos autres invités. Je vous laisse terminer votre présentation. Alors, donc j'arrivais à la fin, de toute façon, donc je pense que je vais vous rendre la parole, et puis si je suis appelé eh bien, pas de problème. À intervenir, je n'hésiterai pas. C'est parfait, merci beaucoup. Vous m'excusez, j'aurais une petite question sur la partie domestique qui a été présentée. Est-ce qu'on parle d'appareils indépendants et de chaufferie domestique, ou est-ce que c'est uniquement des appareils indépendants? Est-ce que la cour de droite était le cumul des deux? Non, donc vous avez uniquement les appareils, quand on parle d'usage domestique, vous avez uniquement des appareils indépendants. Ouais, et la courbe de... C'est un peu dommage parce que ça prête souvent à des amalgames, et ça aurait été bien, par exemple, d'avoir effectivement sur la courbe de droite les deux usages, parce qu'on a la chaufferie donc domestique, et on a l'appareil indépendant. Mais donc, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux non plus de... Voilà, vous voulez dire que les chaudières domestiques elles-mêmes sont beaucoup plus vertueuses encore elles que cette moyenne. Elles vont se rapprocher de l'individuel, mais oui. ça peut être des quiproquos. D'accord, vous pourrez y revenir, je vais vous laisser revenir bien évidemment. Merci Monsieur Cugnas pour cette entrée en matière là aussi et ces quelques rappels. Quelques rappels également de votre part, si vous le voulez bien, Monsieur Rogom. Comme je le disais tout à l'heure, de l'Université de Lorraine, vous êtes dans un laboratoire consacré à l'énergie biomasse. Pour bien comprendre la nature et les différentes formes d'émissions, est-ce que vous pourriez nous donner quelques ordres de grandeur complémentaires de ce que vient de nous donner le CITEPA? Alors il y a vraiment, comme ça a été dit par l'ADEME également, une différence entre les chaufferies collectives et les chaufferies, ou le particulier. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à parler avec le masque. Est-ce que vous m'autorisez à le... Allez-y, je vous en prie. Bon. Les chaufferies collectives sont équipées de systèmes de filtration, comme ça a été dit. C'est avant tout souvent des cyclones au minimum, puis ensuite des électrofiltres ou voire des filtres à manche. Donc ça permet pas seulement d'optimiser la combustion en amont, mais aussi de piéger derrière. Ça, sur les systèmes domestiques, c'est malheureusement pas possible. Un tout petit peu sur les chaudières, comme disait M. Trindel, mais encore, c'est très peu développé. Sur les systèmes domestiques, que ce soit des chaudières ou des appareils indépendants à bûche ou à granulés d'ailleurs, la plupart du temps, c'est des systèmes qui fonctionnent de manière naturelle et sans filtration, parce que ça coûte assez cher de mettre des systèmes de filtration, et en plus, à l'installation et à l'entretien. Et donc finalement, c'est ça qui rend les choses un peu plus complexes, entre guillemets, à gérer au niveau du particulier. C'est pas pour ça que c'est mauvais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils domestiques qui sont commercialisés, qui n'émettent pas plus qu'une chaufferie collective s'ils sont bien utilisés. Il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'on a tendance souvent à opposer les choses, à opposer chaufferie collective, appareil domestique, la bûche contre le granulé, etc. Tout ça, en fait, c'est relativement faux. Tout ce qu'on a pu faire comme mesure sur des appareils qui sont d'aujourd'hui performants
et qui sont utilisés comme il faut, on a des niveaux d'émissions qui sont très semblables. Pour donner des ordres de grandeur, derrière une chaufferie collective, derrière un filtre à manche, on descend à peu près entre 0 et 5 mg par mètre cube. Derrière un appareil domestique, que ce soit à bûche ou à granulé, on peut descendre à moins de 10. Donc vous voyez que les ordres de grandeur sont finalement semblables. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas le x10 qu'on a vu ici. Le x5. Mais x5, je me permettais d'insister sur cette partie, ce comparatif qui n'était pas volontaire de ma part, vous l'aurez compris, pour montrer justement la vitesse avec laquelle les chaudieristes et les fabricants d'appareils se sont adaptés. C'est-à-dire que le progrès était absolument considérable pendant ces dernières années. C'est-à-dire que là, on parle de facteurs très très importants de diminution des émissions. Et puis c'était aussi une façon de démontrer que, contrairement peut-être à certaines idées reçues, le chauffage aussi dit industriel avait aussi des moyens de limiter ses émissions et qu'il faisait ce qui était nécessaire pour ce faire. Bien sûr. Alors ce qui est sûr, c'est qu'en 15 ans, à peu près, entre 2005 et 2020, les émissions de particules, par exemple, elles ont été divisées par plus de 10 sur les appareils de chauffage domestique. Et voilà. Sur les appareils collectifs, ça a été beaucoup moins rapide parce que c'était déjà très bon au départ. On partait d'un peu moins loin. Après, il y a une autre différence de base, quand même, qui est très importante, c'est que sur les appareils individuels, on brûle de la bûche ou du granulé principalement, qui sont des combustibles propres. Après, on pourra reparler des caractéristiques si on veut, mais c'est des combustibles propres, du bois propre et sain. Sur des chaufferies collectives, de plus en plus, on utilise des rebuts de bois. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que du bois, mais on commence à utiliser du bois mélangé avec des palettes, puis du bois mélangé avec des déchets. Encore plus compliquées. Et des contraintes qui sont très complexes. Et ce qui fait que ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer à la sortie. Donc il faut aussi comprendre pourquoi ça évolue un peu moins vite. C'est aussi parce qu'on se met des contraintes de plus en plus complexes. On ne veut plus aller chercher trop de bois en forêt, c'était un peu les discussions de ce matin. Donc on essaye de faire plusieurs vies au bois, et puis à la fin, ça finit en énergie. Mais du coup, ce qui finit en énergie est plus sale que si on avait pris le bois d'origine. Et donc c'est plus complexe à gérer finalement. Merci pour cette précision importante. Mais on l'aura compris, on ne peut pas opposer, on peut juste comparer avec des histoires qui sont différentes, mais une histoire récente, peut-être plus récente concernant les appareils individuels, les chaudières, l'usage domestique. C'est ce que vous allez nous dire, M. de Galambert et M. Trindel, parce que ces progrès, ils ont été considérables, on l'a vu. Alors, quelles sont les améliorations de performance qui ont été réalisées et les progrès à venir aussi côté chauffage domestique au bois, et notamment comment s'assurer que l'augmentation du parc de chaudières tel qu'il est souhaité, imaginé, n'aura pas d'impact sur la qualité de l'air. Alors, je vous laisse nous en dire quelques mots l'un et l'autre. Monsieur Galambert, si vous voulez commencer. Oui, je peux commencer. Juste, donc, si je reprends ce que vient de préciser Monsieur Rogaum, effectivement, il y a si on se reprend les 10 ou 15 dernières années, il y a des améliorations sur les émissions des appareils qui sont spectaculaires, bien plus que l'amélioration de rendement. On était déjà sur des rendements il y a 10-15 ans autour de 70%, on approche les 80% aujourd'hui, mais c'est surtout sur les émissions que les améliorations ont été les plus marquées. Donc effectivement, le rapport de 1 à 10 qui était indiqué entre un appareil de très ancienne génération et un appareil moderne aujourd'hui est exact, et il est d'autant plus exact qu'il y a une nouvelle norme qui rentre en vigueur au 1er janvier 2022 qui fait que l'excellence de ce qui se fait aujourd'hui pour les appareils de chauffage au bois. Donc je dis excellence parce que si je prends le meilleur de tous les labels européens, notre fameux label Flamme Verte en France, qui est un des labels les plus reconnus. Qui est le plus exigeant le label DIN+ en Allemagne ou certains labels scandinaves ou italiens, il y a une norme européenne qui arrive au 1er janvier 2022 qui dit en gros, on n'a plus le droit de vendre, ce qui ne correspond pas à ces niveaux-là, qu'ils ont appelés éco-design. C'est une norme qui concerne d'ailleurs beaucoup de choses. Et qui met tout le monde au même niveau, là. Et qui met tout le monde au même niveau, mais qui est un niveau encore meilleur que les meilleurs des labels des meilleures classes des labels européens jusqu'ici. D'accord. Donc c'est pour vous dire la révolution quand même. Donc vous avez eu Flamme Verte, 3 étoiles, 4, 5, 6, 7 étoiles. On en est à 7, oui. À partir du 1er janvier, on ne peut plus vendre, installer autre chose que ce qui est encore mieux que les 7 étoiles, qui étaient la meilleure classe jusqu'ici. D'accord. Donc en fait, on est à des niveaux qui sont effectivement nettement meilleurs que ceux qu'on avait il y a 10-15 ans, qui étaient assez loin des niveaux du collectif qui avait un peu d'avance, c'est vrai. Les enjeux qui se posent à nous. Alors l'innovation va continuer, pour répondre à votre question, et on a
on a des améliorations à continuer à aller chercher. Ce qu'il faut bien aussi voir, c'est que maintenant qu'on en est à ce niveau-là, la poursuite ou l'accélération de l'amélioration de la qualité de l'air, qui est réelle, hein, d'après ce que nous a indiqué le CITEPA, même si les proportions indiquées pour le chauffage au bois sont encore importantes, elles ont diminué significativement. Mais évidemment, c'est l'ensemble du parc qui est le sujet aujourd'hui. Plutôt que de dire ce qu'on installe en appareil supplémentaire aujourd'hui, est-ce que plutôt qu'émettre 40 au lieu des 200 qu'ils émettaient il y a 10 ans, est-ce qu'ils peuvent émettre 35, 30, 25 ? Ce qui sera sans doute possible, mais avec du temps et de la technique, plus on s'approche de zéro, plus c'est compliqué. Il va falloir de plus en plus insister sur la pédagogie, les usages et peut-être l'accélération du remplacement, de la fermeture des foyers fermés et du remplacement des appareils les plus anciens. Parce que les leviers essentiels seront là plus que dans les pouillèmes qu'on ira chercher en plus. C'est ça. Plus que l'amélioration technologique proprement dite, il y a aussi tout le parc qui est concerné et qui, lui, en moyenne, fait encore montre de données qui sont tout à fait encore des marges de progrès très très importantes. Mais ça passera par le remplacement. Voilà, vous avez encore énormément d'appareils qui ont plus de 15 ans et de foyers ouverts qui sont utilisés, donc il y a encore beaucoup à faire dans l'amélioration. Effectivement, c'est comme si, à l'instar du diesel, on continuait de fonctionner ou d'autoriser sur la route des véhicules d'avant-guerre, enfin pour les premières périodes d'utilisation, j'imagine. Ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Vous avez au contrôle technique près le droit d'utiliser des véhicules très anciens qui émettent infiniment plus que ce qui est imposé aux véhicules modernes. Et l'enjeu est aussi sur le renouvellement et peut-être dans certains centres-villes progressivement des débuts d'interdiction. Mais tout ça, c'est des mesures évidemment extrêmement sensibles. Merci Monsieur de Galambert. Monsieur Trindel, vous avez souhaité insister sur ce distinguo qu'il fallait faire tout à l'heure. Vous avez eu tout à fait raison de faire cette distinction. C'est plus qu'une subtilité entre les différents procédés, entre les différents matériels, avec des performances qui ne sont pas toujours les mêmes. Vous êtes chaudiériste ? Oui, je suis fabricant de chaudières bois et granulés bois. Et vous travaillez depuis de nombreuses années sur ces problématiques d'émissions, j'imagine. Oui, tout à fait. Quelles sont ces marges de progrès qui ont été réalisées ? Quand je me souviens, dans les premières réunions Flamme Verte à la naissance du label, on était effectivement, en matière de chaudière, on était sur des rendements de 55-60%. On est aujourd'hui à plus de 90%. Sur des chaudières dites classiques, à non-condensation. En matière d'émissions, que ce soit du monoxyde de carbone, des composés organiques ou les particules, on est dans les rapports de 1 à 10 dont on citait précédemment. En particules, Flamme Verte en 2003, c'était 180 mg. On est aujourd'hui à 16 sur une chaudière à granulés. Donc on voit bien effectivement les très nets progrès qui ont été faits. Après, c'est vrai que là, je vais un peu paraphraser un petit peu les dires de mon collègue, mais sur le marché de la chaudière, on a ce règlement européen qui va rentrer en vigueur pour les appareils domestiques indépendants. Nous, on le connaît depuis 2020. Donc vous êtes déjà soumis depuis 2020 aux mêmes normes. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc ça, je dirais, c'est un bon outil parce que jusqu'à présent, on a voulu essayer de chercher à toujours faire mieux, mais on n'a jamais coupé la base. C'est-à-dire, on était incité à vendre des chaudières plus performantes et moins polluantes. On se rapproche toujours un peu plus de l'asymptote, mais on oublie. Mais on continue à mettre sur des marchés des chaudières avec des rendements complètement minables et avec des émissions malheureusement désastreuses. Donc le règlement européen nous interdit aujourd'hui de mettre sur le marché des chaudières qui n'ont pas ce niveau minimum. Et ce minimum, il se situe environ entre 5 et 6 étoiles, je dirais, de Flamme Verte d'il y a quelques années. Le niveau 7 étoiles aujourd'hui existe aussi en chaudière. C'est celui qu'il faut avoir pour que le produit acheté soit aidé par toutes les mesures incitatives qu'on peut trouver. Les aides à l'investissement, etc. Voilà. Et donc là, on est aussi encore un cran meilleur que le règlement européen. On a à peu près un différentiel de 20%. Hein. Vous avez encore une petite marge d'avance. Voilà. Par contre, alors moi, ce qui me plaisait bien dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, c'est la marge de manœuvre qui nous reste. En fait, on a un énorme parc ancien
Et l'objectif aujourd'hui, c'est de le remplacer, et le plus vite possible si on veut améliorer significativement la qualité de l'air. Parce que c'est pas parce qu'on va encore améliorer nos chaudières qu'on va changer grand-chose. En fin de compte, on peut bien entendu y aspirer, mais les gains les plus faciles aujourd'hui, à mon avis, pour résoudre notre problématique de qualité de l'air, c'est bousculer le parc, c'est changer le parc. Après, je pense qu'on a aussi à travailler les bonnes pratiques, que ce soit des bonnes pratiques de pose. Je pense par exemple à toute l'isolation de la tuyauterie dans une chaudière, dans une chaufferie, les bonnes pratiques de l'utilisation, parce que surtout en matière de bois bûche, le conducteur ou l'utilisateur de sa chaudière, c'est lui qui va choisir le bois qu'il va mettre dedans. Donc si le bois est humide et il n'est pas sec, c'est la cata en termes d'émissions et de qualité de combustion. Et après, il y a également les bonnes pratiques en matière d'entretien. Parce que entretenir sa chaufferie, c'est obligatoire, ça doit se faire tous les ans. Malheureusement, ça ne l'est pas fait. Donc il y a toute une... Je pense qu'on a beaucoup aussi à travailler aujourd'hui sur ces usages, sur ces bonnes pratiques, et pas non plus se focaliser sur le dernier milligramme. Sur la réglementation technique du fabricant. Voilà. Oui, je comprends. Il y a tout un environnement autour qu'il faut prendre en compte et qui contribue d'une façon ou d'une autre à ces émissions et sur lesquelles on peut avoir un levier d'action très important. Monsieur Rogaume, justement, sur le plan purement scientifique ou technologique, parmi toutes les pistes qui peuvent exister, qui seraient déjà un petit peu investiguées, qu'est-ce qui est le plus prometteur, si je puis dire? Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer rapidement et favorablement cette diminution des émissions pour les appareils qu'on vient d'évoquer? Alors, il y a plusieurs choses qui sont en cours. D'abord, je voudrais juste rappeler peut-être quelque chose, c'est que là, on a pris la qualité de l'air sous l'angle des particules, qui est le principal problème du chauffage au bois. Mais ce n'est pas le seul. Mais alors, c'est quand même le principal. Il faut aussi dire quand même que, par exemple, le chauffage au bois ne pose pas de problème de SO2, ne pose pas de problème de chloré, par exemple, sauf dans certaines chaufferies collectives. Enfin, il y a aussi des choses sur lesquelles c'est beaucoup mieux que les autres. C'est une parenthèse, mais faites bien de le rappeler. Je le rappelle quand même, sans parler de CO2, dont ça a été question ce matin. Pour revenir sur les particules, en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses en cours. Pour parler de travaux que je connais, on travaille par exemple aujourd'hui sur le couplage, c'est un peu ce que disait M. Trindel, c'est-à-dire le couplage entre l'utilisateur, le combustible, l'appareil, le conduit de cheminée. Et en fait, c'est l'ensemble de la chaîne qui doit être optimisé pour que ça puisse améliorer le truc. Par exemple, on travaille sur des idées de conduit de cheminée qui doivent pouvoir permettre d'avoir une physique ou une chimie des particules qui soit la plus stable possible. Alors vous allez me dire, on n'a rien changé quand on a une physique ou une chimie stable. En même temps, si, parce qu'une fois que c'est stable, on va pouvoir développer des systèmes de piégeage adaptés et qui seront très bons. Par exemple, d'autres choses, c'est autour de la régulation. Il commence à exister. Alors sur les chaudières, ça existe depuis un peu plus longtemps. Sur les appareils indépendants, c'est plus récent. Mais on travaille beaucoup sur la régulation, que ce soit des régulations mécaniques ou des régulations électroniques. Alors la grosse question, toujours, dès qu'on commence à travailler avec des appareils à bûche sur de la régulation et qu'il faut une prise électrique, les gens sont inquiets. Parce qu'un appareil à bûche, pour eux, il n'y a pas de prise électrique. Alors, il faut aussi là prendre le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire que tous les appareils de chauffage ont besoin d'une prise électrique, sauf le poêle à bûche. Donc, donc finalement, c'est paradoxal. Voilà, c'est paradoxal. Et donc, si on dit qu'on veut brancher l'appareil, ça y est, ça inquiète les gens. Bon, en même temps, Pourtant, vous nous dites, à l'instar de la voiture à laquelle on a fait allusion tout à l'heure, on a aujourd'hui beaucoup d'électronique qui permet justement de limiter les émissions. Voilà. Et on peut imaginer le même système, le même type d'application pour les appareils comme les vôtres. C'est ça. Et puis du coup, alors une des fortes qualités qu'il y a eu au début de la démarche dans les années 2000, il y avait ce que j'appelle la politique de la carotte et du bâton, pardon. Et du coup, l'État avait un peu poussé les gens à améliorer les appareils via notamment le label Flamme Verte, qui est un label donc qui n'est pas obligatoire, mais enfin les gens se sont mis facilement dedans. Et de l'autre côté, il y avait des aides via l'ADEME pour développer de la R&D. Ça a existé pendant une dizaine d'années, ça a marché très fortement pendant 10 ans. On a beaucoup aidé dans nos labos les fabricants à améliorer la combustion, savoir comment ça marchait la combustion, comment on peut l'améliorer. Tout ce travail-là, j'allais dire,
En 2010-2012, il s'est un peu arrêté parce que les gens avaient appris beaucoup de connaissances. Et du coup, aujourd'hui, il y a encore des projets de R&D, mais qui sont pas aboutis. Qui sont moins aboutis, et les industriels ont plus de mal à rentrer dedans également. Je pense qu'il y a la conjoncture joue aussi. Hein, oui. Dans les années 2005-2006, c'était des ventes extraordinaires d'appareils, donc ça a aidé aussi à faire de la R&D. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin, et il y a certainement un besoin de mutualiser également pour que la R&D nous coûte un peu moins cher et de faire des produits qui sont un peu plus stables. Merci Monsieur Rogo. Monsieur Cugnas, vous êtes toujours avec nous alors que Éric Grelet nous gratifie d'un nouveau dessin. Toc toc toc, le pic vert, le pic et pêche et le pic de pollution. Toc 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 également. Merci Éric encore pour ce regard et cette acuité. Merci beaucoup d'illustrer ainsi nos propos. Ça nous fait un petit peu d'air et de respiration dans nos discussions, de l'air, si je puis dire. Monsieur Cugnas, je sais bien que vous êtes avant tout un observateur, mais peut-être avez-vous vent aussi de quelques pistes intéressantes en termes d'amélioration de nos émissions à court ou moyen terme. Je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites sur votre plateau, notamment le fait qu'effectivement les derniers appareils sont construits sont assez efficaces, assez performants, et que le plus important, c'est vraiment le remplacement du parc existant. Essayer de faire en sorte que les foyers ouverts soient le moins utilisés possible ou qu'ils soient remplacés lorsqu'ils sont vraiment nécessaires par des appareils plus performants, chaudière, poêle, insert. Et évidemment, une autre piste intéressante, c'est les granulés. Les granulés sont quand même moins émissifs, demandent peut-être moins d'intervention de la personne qui va chauffer son logement, et donc du coup, comme il y a moins d'intervention humaine, il y a aussi moins de risques que la combustion se passe mal. Il y a aussi des enjeux sur mais j'en suis sûr que Monsieur Trandel sera d'accord, sur la taille des installations, qu'elles soient bien calibrées, dimensionnées. Exactement, merci, il manquait un mot. Qu'elles soient bien dimensionnées à l'usage qui en est attendu. Il peut y avoir un risque de temps en temps qu'une chaufferie, par exemple, soit surdimensionnée par rapport à ce qu'on attend d'elle, ou qu'elle soit surdimensionnée parce qu'on s'attend à ce que l'activité industrielle, par exemple, l'activité de chauffage augmente avec le temps, et que du coup, cela n'arrive pas finalement. Et que du coup, le ça a un impact négatif sur le rendement, j'imagine. Un régime d'utilisation qui soit un peu dégradé et qui soit plus émissif. Ce qui est le plus émetteur dans la combustion du bois, c'est aussi les cycles d'allumage, et où de temps en temps, les filtres à particules ne peuvent pas fonctionner et qui peuvent donc augmenter les émissions. Attention donc au dimensionnement. Merci pour ce mot qui m'avait échappé. Merci Éric Trindel qui me l'a soufflé au bon moment. Aymeric de Ré-Lambert. Oui, je voulais juste réagir sur le bûche granulé. Je pense qu'il y a alors c'est exact, les émissions des appareils à granulés ou des chaudières à granulés sont plus faibles que les émissions des appareils à bûche, et l'aléa de la pratique est moins fort évidemment, puisque le combustible est amené automatiquement. Cela dit, c'est un combustible qui lui-même nécessite de l'énergie pour être transformé, et qui, s'il n'y avait que lui, pour remplacer tout le parc, poserait d'autres problèmes de filière d'approvisionnement, de logistique et sur le bilan en général. Voilà, avec des effets corollaires aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Ce qui a été dit est exact, mais le granulé ne peut pas être la seule solution. C'est vraiment les deux filières du bois énergie qui doivent être complémentaires. Qui doivent avancer ensemble pour plein de raisons. Et il y a effectivement des solutions possibles. Monsieur Rogo me parlait des régulations. On a effectivement, nous, une option de régulation électronique possible sur certains de nos appareils, qui dans ces cas-là font que l'appareil, à part le démarrage et les rechargements demandés par votre appareil lui-même, sur application ou sur télécommande, ne nécessite aucune intervention humaine, avec des mesures de la combustion, sonde lambda pour la mesure de fumée, sonde de température, etc. Et une régulation en temps réel. Une régulation qui est en fait plus difficile que la régulation avec granulés, puisque la combustion du bois bûche est effectivement plus difficile à analyser, mais qui permet de s'assurer que en fait, ce qu'on déclare et ce qu'on arrive à faire en performance de laboratoire est vraiment répété sur le terrain avec le moins d'aléas pratiques possible.
Bon, les difficultés auxquelles on fait face, c'est que ça a un coût. C'est un surcoût que l'utilisateur n'est pas toujours prêt à payer, avec effectivement la remarque assez juste que ça peut lui susciter des craintes également. Le poêle à bois, c'est aussi un besoin d'autonomie et la prise électrique, l'électronique peuvent faire peur pour des raisons qu'on comprend. Mais il y a des solutions. Voilà, je voulais juste insister sur le fait que les deux filières peuvent vraiment avancer de pair avec des vraies solutions techniques des deux côtés. Alors nous avons bien entendu ces messages de votre part, les fabricants. Éric Trindel, je reviens vers vous. On a bien compris votre message quant à l'intérêt au retour sur investissement plus rapide que nous aurions à remplacer le parc ou à renouveler le parc qu'à faire encore des progrès techniques, l'un n'empêchant pas l'autre, j'ai bien compris. Comment voyez-vous votre métier dans les années à venir et justement pour essayer d'aller dans ce sens? Comment s'y prendre pour encourager? Vous avez parlé des aides tout à l'heure, j'entends bien, mais il va falloir convaincre le politique là-dessus, j'imagine, comme ça a été le cas en d'autres temps. Comment encourager au renouvellement du parc? Quand on encourage à le faire en parallèle, on a beaucoup parlé de voitures du coup, mais forcément votre problématique est assez voisine de la pollution atmosphérique d'origine automobile. On envisage le renouvellement de parc à marche forcée également. Tout ça, ça demande beaucoup d'investissement, des financements, et puis ça représente des dépenses importantes pour ceux qui sont à peine en train d'amortir leur ancien appareil, par exemple. Oui, alors je refais un petit parallèle avec l'automobile. On a réussi à nettoyer le parc automobile en instaurant un contrôle technique. Ça pourrait peut-être être une piste aussi, à un moment donné, de faire des contrôles techniques d'installation de chauffage. Avec toute la difficulté, encore une fois, j'allais dire d'attente sociétale, mais même sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je le disais, imaginons un ménage qui s'est installé, qui a construit et qui a installé un appareil d'une autre époque, on va dire, en tout cas qui était malheureusement affublé de performances catastrophiques, comme vous l'avez dit. Comment les convaincre de renouveler plus vite que prévu leur équipement? Alors il faut tout simplement les informant. Des aides qui existent aujourd'hui. Alors bien entendu, si on avait une aide un peu plus spécifique au bois-bûche, on serait preneur parce que le bois-bûche a été un tout petit peu oublié. Et je fais un petit rappel d'état de marché dans les années 2006-2008, dans les belles premières années du bois énergie, après le Grenelle de l'environnement, le début du crédit d'impôt. On est arrivé à un pic de chaudières vendues de près de 30 000 pièces en une année. Et la proportion de chaudières à granulés était très faible. Je pense qu'il devait y avoir de mémoire 28 000 chaudières bois-bûche pour 2 000 chaudières granulées. Sur les chiffres de l'année dernière, sur les 17-18 000 chaudières vendues l'année dernière, il y avait 3 000 chaudières bois-bûche et 15 000 chaudières granulées. Ça veut dire que la courbe s'est complètement inversée. Alors on n'est pas encore en volume de marché aux années après Grenelle, mais je pense que cette année, on devrait y arriver. Par contre, on est arrivé à un volume de chaudières bois-bûche vendues tellement faible qu'il n'intéressera plus personne en recherche et développement. Et là, je suis tout à fait les propos de monsieur. Alors, heureusement, dans les 10 dernières années, on a conçu de bonnes et belles chaudières bois-bûche aussi, avec des régules lambda, avec des rendements saisonniers au moins aussi bons que nos chaudières à granulés, voire des fois un peu meilleurs du fait de la moindre consommation d'électricité. Mais en termes de recherche et développement, aujourd'hui, je ne vois pas qui miserait sur la chaudière bois-bûche. En chaudière granulée, je pense que les sources, ou une possibilité d'amélioration va être techniquement, ça va être effectivement des espèces de filtration ou des pièges à poussière. Et après, on a bien entendu les procédés de condensation, chaudière à granulés à condensation. Je pense que ça, c'est des pistes de technique. Et pour en revenir à la question précisément, au renouvellement, l'État aujourd'hui a amené énormément d'aides, surtout à des gens dans la précarité énergétique, dans le besoin. Si je prends une famille qui est plutôt modeste, qui a effectivement il y a 15 ans acheté un appareil à bois, qui était déjà à l'époque les premières flammes vertes, s'il a bien écouté notre discours, même si la chaudière était d'un ancien temps,
J'ose espérer qu'elle a été montée avec des ballons tampons, des ballons d'hydroaccumulation. Et si c'était le cas, aujourd'hui, le fait d'enlever son ancienne chaudière, d'y mettre une chaudière des plus modernes, si on a affaire à quelqu'un de très modeste, on est sur une notion, sur un investissement avec un reste à charge de 1 000 à 2 000 euros, puisque ces gens-là ont 8 000 euros de prime rénov'. Après, je ne parle pas de refaire toute la chaufferie, mais si on avait une chaufferie qui est en partie réutilisable, et si on veut simplement moderniser la chaudière, et moderniser. Rien qu'avec les aides du moment, il y a beaucoup de choses de possibles. Merci pour cet exemple concret et chiffré, Monsieur Rogaume. Dans une minute, je vais me tourner vers Clarisse, qui va nous faire part d'éventuelles questions à votre intention. Un dernier mot là-dessus, qu'est-ce qui pourrait convaincre techniquement, quel serait le saut technologique qui pourrait convaincre demain les citoyens que nous sommes de nous intéresser à ce qui se fait de mieux en matière de chauffage domestique. Et puis, on a compris que pour les autres, les industriels, etc., il y a eu déjà beaucoup de choses de faites. En tout cas, j'ai compris des messages importants en vous écoutant. D'abord, ce n'est pas parce qu'on doublerait le parc de chaudières demain qu'on doublerait forcément les émissions. Loin de là, puisqu'au contraire, les nouvelles qui arrivent sur le marché vont fortement freiner cette tendance. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien compris. Et puis, j'ai compris aussi que finalement, en s'intéressant aux émissions, il y a une corrélation forte aussi avec le rendement des appareils et des équipements. C'est-à-dire qu'en réduisant les émissions, probablement, on gagne aussi, ça veut dire qu'on gagne quelque part en rendement. Donc, à l'usage, dans le fonctionnement, on peut peut-être s'y retrouver un petit peu plus vite. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, grâce à quel... Vous parlez de saut technologique, le mot est peut-être un peu fort, mais quelle évolution? Oui, saut technologique, alors c'est possible, mais pour faire des sauts technologiques, il faut vraiment mettre des moyens. C'est ça, voilà, bien sûr, bien sûr. Là, on parle quand même de vulgarisation, de techniques accessibles. Non, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire en termes de régulation sur les appareils existants, si on ne parle que de technologie. Et je pense que finalement, la principale évolution, ça sera de la formation. Et c'est ce qui a été dit déjà plusieurs fois, c'est-à-dire que le même appareil de chauffage au bois, moi je prends des étudiants qui commencent dans le chauffage au bois, je leur mets l'appareil, je les laisse tester, et ça donne des résultats. Moi j'utilise l'appareil, les résultats n'ont rien à voir. Ouais, parce que ça s'apprend à utiliser un appareil. Et du coup, je pense que le principal saut, finalement, il est là, surtout sur les appareils à bûche. C'est dans la compétence, c'est dans le savoir-faire. Tout le monde a l'impression de savoir faire, parce que tout le monde a déjà fait un barbecue, tout le monde a déjà allumé une cheminée, donc tout le monde sait faire. Donc on apprend à personne, comme chacun est le meilleur conducteur d'automobile du monde, chacun est le meilleur pour faire son barbecue ou pour faire son feu de bois. Et en fait, c'est pas si simple. Il y a des choses qui existent pourtant, mais aujourd'hui, c'est pas encore automatisé, j'allais dire. Oui. Et la formation, elle peut se faire quand même à 3 niveaux. C'est-à-dire, il y a l'utilisateur, mais il y a aussi les installateurs et il y a aussi les gens qui font l'entretien. Et c'est vraiment les 3 niveaux où il faut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'utilisateur, parce que c'est vrai qu'il y a un niveau, qui a un impact important, c'est lui qui utilise tous les jours. Mais l'installateur et les gens qui font l'entretien, comme disait M. Trindel tout à l'heure, peuvent avoir un vrai impact sur le résultat. Alors aujourd'hui, les 2 points forts, franchement, moi j'aimerais bien qu'on fasse de la techno, et je suis là pour ça, et j'ai plein d'idées pour améliorer les appareils, mais je ne vais pas tout raconter là, ce n'est pas le but. Par contre, là où il y aura le plus gros impact, c'est le renouvellement et la formation, comme je disais, la formation sur les 3 secteurs. Je voulais éviter un énième comparatif avec l'automobile, mais on est quand même en plein dedans. Hein. On a tous bricolé un carburateur, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment une affaire de spécialistes et d'experts que de régler le bon fonctionnement d'un moteur grâce à l'électronique, voire l'informatique. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Rogaume. Je me tourne, comme convenu et comme promis, vers nos participants, nos participantes qui nous écoutent et qui nous suivent depuis ce matin pour certains, depuis cet après-midi pour d'autres, pour nous faire part de leurs questions. Et pour ce faire, c'est Clarisse qui sera leur porte-parole et Clarisse Fischer, qui est déléguée générale du CIB, qui va nous faire part d'éventuelles questions en rapport avec notre thématique. Oui, merci. Je profite de cette prise de parole pour rassurer sur le fait que les supports seront bien mis en ligne. C'est des demandes qui sont récurrentes, donc dès la semaine prochaine, les supports seront en ligne. Je vais rebondir sur la notion de pédagogie évoquée par Yann Rogaume, parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent aussi autour de cette pédagogie à faire, et notamment, on parle de milligrammes par normomètre cube. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres unités, d'autres graphes, d'autres messages que l'on peut porter quand on parle de qualité de l'air et particules?
particules fines. Donc ça, c'est une question à Yann Rocco, mais en complément, j'aimerais lui poser la question, reprendre la question de la gestion du bois énergie en période critique. On a vu qu'en temps de Covid, le bois énergie avait eu toute sa légitimité comme activité principale. Qu'en est-il en cas de pic de pollution, donc haute période critique? Quelles recommandations faire sur l'usage du bois énergie? Vous êtes très sollicité, Yann Rocco, cet après-midi, mais vous avez certainement des réponses. Pas de souci, il y a eu des études. Bon, malgré tout, quand on regarde la qualité de l'air, le bois énergie a un impact, on ne peut pas le nier. Ceci dit, aujourd'hui, le bruit de fond qui vient des autres pays et l'automobile ont quand même un impact qui est généralement plus important. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien, voilà, mais déjà, je pense que c'est important de relativiser. Ensuite, je ne me souviens plus de la première question, je suis désolé. Clarisse, je me souviens plus. Allez-y, Clarisse. Sur la partie pédagogie, c'est-à-dire qu'on parle de milligrammes par normand mètre cube. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres critères qui seraient peut-être plus accessibles par le collègue du CITEPA est certainement plus efficace parce qu'on parle de tonnes ou de milligrammes ou de grammes, ça dépend de l'unité, mais par gigajoule, c'est-à-dire par énergie fournie. Alors là encore, il y a aussi encore une différence potentielle, c'est est-ce que c'est l'énergie qu'on achète ou est-ce que c'est l'énergie qui est réellement fournie? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend en compte le rendement de l'appareil, pour faire simple? La plupart du temps, on ne prend pas en compte le rendement de l'appareil, puisque chaque appareil a des rendements un peu différents, et donc pour le CITEPA, pour faire les calculs, c'est à peu près impossible. Donc du coup, on prend en compte l'énergie entrante. Mais on peut quand même estimer, si on prend en compte un rendement moyen du chauffage au bois à 70% pour prendre les anciens appareils et les nouveaux, je sais que c'est pas... Aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Mais... Alors, on va dire de 50 à 90. Voilà. Donc, si on prend en compte un rendement moyen, on peut à ce moment-là estimer même par rapport à l'énergie utile. C'est certainement ça la meilleure unité parce que finalement, l'énergie, c'est pour rendre un besoin, c'est pour se déplacer, c'est pour se chauffer, c'est pour faire l'électricité. Et du coup, là, c'est vraiment le gigajoule qui compte. Alors, cela dit... ça, c'est la meilleure unité. Cela dit, je ne suis pas sûr que ça soit le critère ou l'unité la plus populaire. Est-ce qu'on ne peut pas convertir ça, je ne sais pas, en kilowatts ça parle peut-être un peu mieux au plan domestique. Gigajoule ou kilowattheure, c'est la même chose. D'accord, très bien. Donc, on pourrait le mettre en kilowattheure, parce que c'est vrai que ça parle plus. Ça parle mieux, peut-être. Ou pour faire 100 km. Éric Trendel, alors, pour le particulier, on a quand même notre label Flamme Verte, qui, le fait d'avoir 7 étoiles, on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On a également la note de l'éco-labelling, donc A+, A, etc., comme un petit peu l'électroménager qui rentre de plus en plus, qui est obligatoire. Là aussi, il y a une remise à niveau. Donc, et puis, je pense qu'il y a les dernières valeurs utilisées pour l'éco-conception, etc., on est en train de parler de rendement saisonnier des appareils. C'est-à-dire, c'est nos valeurs qu'on va rentrer dans une formule qui va essayer d'imager le rendement, mais à la saison. Et je prends par exemple un rendement d'une chaudière à granulés qui était un rendement nominal, dont on parlait avant, qui pouvait être de 92-93% à peu près. En rendement saisonnier, ça nous l'amène à peu près à 78%. Mais donc, on baisse un petit peu la valeur, ça a l'air moins bien, mais c'est un rendement calculé à l'année. Dans les bonnes périodes et les moins bonnes périodes, dans les périodes d'allumage comme dans les périodes de combustion constante. Très bien. C'est très technique votre métier. Il y a effectivement énormément de critères à prendre en compte et qui viennent se conjuguer. C'est vrai que en fait, l'indice Flamme Verte, il a été fait pour ça à l'origine. C'est-à-dire qu'à l'origine, il n'y avait que le CO et le rendement. Ensuite, on a rentré les particules. Ensuite, on a rentré les NOx, etc. Et du coup, cet indice, il est là pour rendre le truc lisible, parce que ça devient illisible pour les non-particuliers. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que des milligrammes par normomètre cube, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en plus, c'est corrigé à X% d'oxygène. C'est encore plus compliqué. Je comprends. Monsieur de Galambert, vous m'avez fait signe, je vous laisse 20 secondes, si vous voulez bien, pour avoir une dernière question. Juste 20 secondes, parce qu'on parlait de pédagogie, pour revenir sur ce label, comme je l'ai expliqué, pour les appareils indépendants non chaudières, la norme devient l'excellence du label actuel. C'est un peu différent pour les chaudières, si j'ai bien compris. Donc, on pourrait dire, quid du label et comment les particuliers vont pouvoir identifier. Donc, ce qu'il faut retenir, pour dire les choses très simplement, c'est que
on n'a plus le droit de ne vendre et d'installer que l'excellence l'année prochaine, et le label Flamme Verte va subsister parce qu'on a mis en place des vérifications sur prélèvement sur site, de poils prélevés, où on vérifie en fait que ce qui est annoncé est bien tenu dans le temps, dans des configurations identiques. Donc ça restera un label de sérieux supplémentaire. D'accord. Mais selon d'autres critères, selon des critères complémentaires. En fait, c'est juste vérifier que ce qui est annoncé par les constructeurs est vérifié, quel que soit l'endroit et les conditions où c'est testé. Très bien. Pour faire simple. Encore un parallèle avec l'automobile, il y a la façon de la façon de mesurer la consommation en laboratoire et la consommation réelle. Niveau particules, on progresse. Niveau particlore, on est top. Il n'y en a pas, Monsieur Rogom. Voilà encore un autre enseignement grâce à vos connaissances. Merci beaucoup. Une dernière question, Clarisse, si vous en avez, pour nos invités, avant de passer à la table ronde suivante. Clarisse, vous nous entendez ? On ne vous entend pas. Oui, pardon. Oui, j'en ai beaucoup. Peut-être cette dernière à Monsieur de Galambert ou Monsieur Trendel sur les évolutions à prévoir sur les plans de protection de l'air. Voilà, des discussions en cours au niveau de l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport aux évolutions sur les plans de protection de l'air? Oui, absolument. Il y a eu pas mal de discussions. Il y a eu un plan dans le plan climat, il y a eu un volant d'ailleurs sur la qualité de l'air, même si les deux enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a eu des mesures qui avaient été envisagées, qui ont été discutées. Pour l'heure, on est beaucoup sur des systèmes d'incitation au renouvellement assez forts. C'est vrai dans la vallée de l'Arve, ça a été mis en place sur l'Île-de-France assez fort. Et ça se rajoute aux primes Rénov' dont parlait M. Trindel tout à l'heure. Donc il y a dans les zones les plus denses, puisque vous parlez des PPA, plan de préservation de l'atmosphère, dans ces zones-là, il y a parfois des fonds herbois d'incitation au renouvellement qui sont mis en place. Donc entre la carotte et le bâton, pour l'instant, le législateur a plutôt choisi la carotte. Le bâton viendra sans doute, mais avec un souci d'essayer de voir les choses sans doute de manière pragmatique et applicable. Si je prends juste l'exemple allemand, puisqu'il se pose les mêmes questions de l'autre côté du Rhin, il y a des obligations de renouvellement qui ont commencé à être mises en place, mais en s'attaquant de manière très allemande et très pragmatique aux appareils les plus anciens, avec un système calendaire assez clair et établi sur les années qui viennent, ce qui évitait la frustration le risque de frustration que vous décriviez tout à l'heure de quelqu'un qui se serait équipé il y a 5-6 ans et à qui on imposerait un renouvellement, donc il s'attaque là aux appareils qui ont plus de 20 ans, et graduellement, dans les années qui viennent, ils vont demander, mais bon, la petite différence, c'est qu'ils ont une profession de ramoneur plus structurée que la nôtre. Ça revenait sur le sujet de l'entretien qu'on décrivait tout à l'heure, il faudra peut-être qu'on aille vers ça aussi. Merci à vous pour vos enseignements, pour tout ce que vous nous avez expliqué, détaillé. Alors peut-être compte tenu du niveau de connaissances assez divers chez nos participantes, certains étaient peut-être déjà bien informés sur un certain nombre des données que vous avez partagées avec nous, mais c'était l'occasion vraiment de faire un état des lieux extrêmement concret et enthousiasmant aussi pour l'avenir, hein, Monsieur Rogom, parce qu'il y a effectivement beaucoup de marge de progrès encore à disposition pour vous, pour vos métiers. Les choses avancent. Merci de nous avoir rassurés aussi sur l'excellence de la profession et justement sur cette volonté de mettre la barre toujours plus haut, ce qui va pour rassurer évidemment l'essentiel de nos concitoyens. Merci Clarisse pour les questions. Merci à vous les participantes et les participants à qui je vais proposer quelques minutes pour une petite pause technique si vous le souhaitez, mais peut-être après avoir vu ensemble un petit film qui vous est proposé en intermède sur le retour d'expérience de la commune de Tramail, une petite commune de Bourgogne-Franche-Comté qui a beaucoup fait en matière de bois énergie et dont nous allons voir quelques images. Et je vous donne rendez-vous à 15h précise pour la suite de notre programme avec la table ronde consacrée au territoire et à la place du bois énergie dans les territoires justement. Michel Maillat, maire de la commune de Tramail depuis 1995. C'est une commune d'un peu plus de 1000 habitants, située, on va dire, entre Mâconnais et Charolais. Les paysages, les promenades, du repos. Un petit hôpital avec une maison de santé pluridisciplinaire, une clinique vétérinaire. Et puis on a une nouvelle école que nous venons d'inaugurer.
On a bien entendu tout fait pour limiter les consommations. Dans nos objectifs, on devrait diviser par 6 la consommation d'énergie primaire pour l'activité scolaire. Tout ceci est obtenu par de l'isolation des bâtiments, bien entendu, mais aussi par le fait que nous travaillons avec des énergies d'origine renouvelable et surtout nous sommes raccordés à notre chaufferie biomasse, chaufferie bois, sur lequel nous sommes branchés. Ce réseau de chaleur alimente tous les bâtiments municipaux de la commune de Tramail, exclusivement en énergie renouvelable, chaleur et électricité. Nous sommes la seule commune de France de plus de 1000 habitants à pouvoir affirmer ce résultat. Nous avons réussi à regrouper l'école, la chaufferie, l'hôpital dans un périmètre de 300 mètres. Donc on est vraiment dans des circuits courts. Notre alimentation, nous, provient essentiellement d'une scierie. On élimine les déchets d'une scierie située à 4 km. Et avec ça, on fait l'équivalent de plus de 200 000 litres de fioul sur l'année. Donc on a encore d'autres corps de bâtiments municipaux sur lesquels on va travailler et inviter les habitants à faire de même. Dans ce sens, on a engagé une opération programmée d'amélioration de l'habitat. On les subventionne sur les travaux d'économie d'énergie, on les subventionne sur l'acquisition de poêles à bois, pour que progressivement on tende vers une commune à énergie positive. En grignotant progressivement sur tous les postes, on espère y arriver à l'horizon 2050. Depuis 2006, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons réussi à maintenir nos coûts. Je me suis amusé, moi, à faire un petit calcul avec l'hôpital qui est notre gros client, entre guillemets. Annuellement, au fioul, il en aurait payé pour 80 000 euros. En étant en réseau de chaleur, c'est 60 000 euros par an. Donc il y a une économie de 20 000 euros par an au niveau de l'hôpital. On en est maintenant à un coût qui dépasse les 2 millions d'euros hors taxes. On a eu à peu près 50% de subventions. Alors on n'a pas pu bénéficier du plan réseau chaleur national parce qu'on était trop petit à l'époque, mais on a quand même pu obtenir des subventions de l'Union européenne pour au moins la création de notre chaufferie. Même en milieu rural, il est possible de faire des choses. Il faut impérativement subventionner ces installations pour qu'on puisse redresser la barre sur le dérèglement climatique. Le climat n'a pas de frontières. Après tout, nous sommes tous connectés.